Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour l'épisode 13 du podcast Zéphyr. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Pour ce début d'année 2026, que je vous souhaite plein de succès, je vous propose un épisode bonus, donc je vais m'expliquer. Cet épisode ne traite pas de littérature environnementale, comme nous avons l'habitude de le faire dans ce podcast, mais de littérature contemporaine et des diverses thématiques qu'elle peut aborder. En fait, en partenariat avec l'association culturelle francophone Aux Arts, etc., située à Zurich, avec également l'ETH et l'Université de Zurich, j'ai enregistré un débat littéraire organisé par cette association Aux Arts, etc., à propos des livres de la liste Goncourt 2025, qui a eu lieu en novembre 2025. Et donc, ce débat parle d'une sélection de 4 livres qui étaient dans la liste Goncourt, la fameuse liste Goncourt. Et entre-temps, le prix Goncourt a été décerné à La Maison vide de Laurent Mauvigné. Ce n'est pas un livre qui est traité dans le podcast, mais par contre, nous traitons entre autres dans ce podcast du livre qui a gagné le prix Goncourt de la Suisse, des étudiantes de la Suisse, qui est La Nuit au cœur de Natacha Apana. Et 3 autres livres vont également être présentés dans ce débat. Donc je vous laisserai les découvrir par vous-même. Et donc, je donne tout de suite la parole à Laurence Hageler-Hainaut, qui a assuré la modération de cette rencontre et qui va vous présenter les livres, mais aussi les intervenants et intervenantes de cette discussion. Bonne écoute! Donc, bienvenue à la 21e édition des Livres qu'on aime. Les Livres qu'on aime, c'est une série de débats qui est organisée par Aux Arts, etc., quelquefois en librairie et quelquefois en collaboration, notamment avec la chaire de littérature et de culture française ou l'université, le Rosé. Et pour les livres Goncourt, les livres qu'on aime, le choix Goncourt, les coups de cœur Goncourt, on est déjà la cinquième fois. Aussi, je voulais dire que je suis la modératrice, Laurence Hageler, et je suis une ex-enseignante chercheuse de milieu universitaire à l'ATSET-AAV, l'école de linguistique, et puis reconvertie dans la médiation culturelle. À un moment de la retraite, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de réactiver un petit peu mon contact avec le français. Peut-être pour donner un peu le contexte, je vais tout de suite donner la parole à notre hôtesse, qui a la gentillesse de nous recevoir ici par la chaire de littérature et culture française, donc Charlotte Meissner, qui est aussi responsable didactique et administrative de la chaire de culture italienne et qui organise, en dehors des invités de la chaire, des événements périphériques comme le nôtre, de plus en plus, très actifs. Et donc, j'aimerais qu'elle nous présente un peu déjà ce qu'est le choix Goncourt, ce que sont ces comités, peut-être, enfin, un peu situer déjà notre débat à l'intérieur de son contexte. Merci Laurence. Donc merci pour l'organisation. Je pense que c'était il y a 7 ans que j'ai assisté à la remise d'un Goncourt suisse et cette idée m'avait tellement fascinée que, au lieu de mobiliser une académie pour décerner un prix de littérature, de le faire décerner par des étudiants et étudiantes des universités, que j'ai approché Thomas Klinkert, qui faisait déjà partie de ce projet Choix Goncourt de la Suisse. Et je lui ai demandé, est-ce que tu penses que les étudiants et étudiantes de l'ETH pourraient aussi en faire part? Et il m'a dit, oui, pourquoi pas? Et donc c'est né comme ça. Et depuis 7 ans, chaque semestre d'automne, j'entre dans la salle de cours avec une grande boîte de livres, les livres de la liste Goncourt qui sont sélectionnés par l'Académie Goncourt. Donc on part de la même liste de base, une sélection de, je pense, 15 titres.
Mais après, cette aventure du choix Goncourt suisse peut prendre une direction diverse de celle de l'Académie Goncourt, ce qui est bien. À travers le prisme de la littérature, on peut discuter les thèmes qui sont au cœur de la société et cela nous donne une grande liberté et cela nous permet aussi d'ouvrir nos portes à un public intéressé, à être en dialogue. Et c'est tellement important, je pense que c'est même le plus important actuellement dans le monde qu'il est, d'être en conversation, d'être en contact et de s'échanger. C'est vrai qu'on brasse beaucoup de thèmes et ça va être le cas ce soir. Alors je vais quand même présenter les participants. Donc d'abord Thomas Klinkert, le professeur Thomas Klinkert qui enseigne et fait de la recherche et naturellement supervise des recherches au Rosé, donc à l'Institut de langue et de littérature romane de l'Université de Zurich. Sandrine Charlot-Sitzli, c'est la présidente, on peut dire, mais enfin, elle n'aime pas tellement ce terme, alors on dit responsable de l'association Aux Arts, etc., qui est une plateforme d'information culturelle, donc qui annonce des événements qu'on fait en librairie aussi, et parfois en collaboration, comme je le disais tout à l'heure, ou bien sûr fait venir des pièces de théâtre, des films, travaille avec les écoles, enfin très active comme petite association, je dois dire. Et puis alors, ce qu'on aime bien, naturellement, nous, dans ce débat, c'est que des étudiants, des fameux comités, puissent aussi choisir leur coup de cœur. Alors là, on a réussi à convaincre 3 étudiantes. Alors d'abord, je présenterai Claire Perrin, qui fait un doctorat de philosophie. Elle vient de m'expliquer en co-tutelle entre l'École normale supérieure de Paris et le TH. Merci beaucoup, Claire. Elena Nepflin, qui est étudiante en littérature francophone à l'Université de Zurich, une des élèves du professeur Klinkert. Et puis Victoria Vuilletti, qui est elle des études d'architecte. Et ça, je trouve toujours très intéressant aussi qu'on ait un regard, que ce soit pas seulement un regard littéraire, et qui est l'assistante de Charlotte Meissner. Et on va commencer donc le premier livre. On a discuté qui passerait quand, hein, je ne suis pas trop autoritaire. Le premier livre, c'est le livre de Yannick Laens, Passagère de nuit. Là, je présente en 3 secondes l'auteur. Hein. Donc, Yannick Laens, c'est une romancière haïtienne qui est née à Port-au-Prince, où elle vit actuellement. Elle a fait ses études en France et elle est retournée enseigner la littérature vers l'âge de 40 ans. Et c'est aussi une femme d'action. Hein. En cherchant, j'ai vu elle est journaliste de radio, cofondatrice de plusieurs associations, d'écrivains, de lutte contre l'illettrisme, pour le développement durable. Elle est membre du Conseil francophone. Elle a remporté le prix féminin en 2014 pour Bain de lune. Et je donne donc la parole maintenant à Elena pour nous présenter Passagère de nuit, qui était dans la liste Goncourt et le coup de cœur d'Elena. Merci Laurence et bonsoir. J'aimerais vous présenter ce livre Passagère de nuit que j'ai beaucoup aimé lire. Ce roman raconte l'histoire des 2 femmes, Elisabeth et Regina, qui sont les ancêtres de l'écrivaine. Et c'est à travers elles que Yannick Laens évoque d'une part la mémoire familiale, mais aussi la résistance des femmes face à l'oppression. La première partie de ce roman est consacrée à Élisabeth Dubreuil, qui est née au XIXe siècle à la Nouvelle-Orléans, où elle doit affronter les dangers d'être une femme noire dans une société qui émerge sur fond de colonisation et d'esclavage. Après un événement bouleversant, elle se voit obligée de partir à la Nouvelle-Orléans et d'embarquer pour Haïti. C'est l'île de naissance de sa grand-mère, Florette. Celle-ci est une ancienne esclave qui a dû traverser l'océan avec sa mère, entassée dans la cale d'un bateau pendant des semaines. Cette traversée marque le début de toute cette déshumanisation et de la violence que les esclaves d'Haïti connaîtront après leur arrivée. Florette, elle doit travailler comme une esclave domestique
mais elle parvient à devenir une commerçante indépendante en utilisant ses connaissances et ses croyances traditionnelles d'Haïti. C'est aussi pourquoi elle représente pour Elisabeth un modèle de résistance silencieuse. Après ce départ d'Elisabeth vers Haïti, la première partie de ce roman finit. Et à la suite de cette rupture, nous suivons l'histoire de Regina Jean-Baptiste, qui se déroule un peu plus tard, au milieu du 19e siècle, à Port-au-Prince, en Haïti. Et très tôt dans sa vie, elle subit l'exploitation, mais elle aussi, elle parvient à s'enfuir et à se construire une nouvelle vie, grâce à Manjo, une femme qu'elle rencontre sur le marché. Et c'est également là qu'elle fait la connaissance avec le fils d'Elisabeth, le général Léonard Corvasso, qui devient l'amant de Regina et le père de ses enfants. Ce qui m'a le plus touchée pendant cette lecture, c'est ce lien profond qui unit Elisabeth aux femmes de sa famille et aussi leur soutien inconditionnel envers elle. Je pense que les femmes dans ce roman, de la grand-mère d'Elisabeth à Regina, elles partagent toutes les valeurs d'indépendance et de solidarité qu'elles transmettent aussi de génération en génération, tout en gardant leur individualité. J'ai également très apprécié le style d'écriture qui est très poétique et qui mêle dans certains passages le français et le créole. Ce bilinguisme est aussi une manière de préserver la mémoire et de garder vivante la langue de leur origine. Merci beaucoup Elena. Je trouve que la manière dont vous l'avez résumé est claire, mais moi le livre m'a semblé beaucoup moins clair. C'est-à-dire quand je l'ai lu, elle a dit il y a un moment de rupture. Et ce moment de rupture m'a gênée, c'est-à-dire qu'on avait toute une histoire d'Elisabeth par rapport à sa grand-mère, Florette. Bon, le livre, alors on est là, on est pris dans le roman, on a envie de connaître la suite, d'un coup, paf, ça s'arrête et ça repart avec une Regina. Je me dis, tiens, il y a 2 histoires, bon, ça peut se faire, hein, un livre avec deux petites histoires. Et puis après, on rattrape finalement le rapport, mais cette rupture m'a un peu gênée. On l'a vu dans ton cours, hein, Thomas. Il y a naturellement une volonté là de faire quelque chose de différent. Pour quelle raison, à votre avis, il y a cette construction-là qui quand même est surprenante, étonnante. Oui, la structure de ce livre est très particulière parce que au milieu de ce roman, il y a cette rupture qui peut d'abord paraître un peu abrupte, mais qui est en effet une manière de relier les histoires de ces 2 narratrices. Mm-hmm. Dans le chapitre où Regina croise Elisabeth pour la première fois, on peut voir qu'elle aurait beaucoup à se dire, mais que leur situation les empêche d'entrer en contact. Dans la deuxième partie, nous commençons vraiment à comprendre qu'il y a beaucoup de parallèles entre Regina et Elisabeth, parce que toutes 2 sont des femmes indépendantes qui doivent trouver leur chemin dans ces sociétés marquées par l'esclavage et par le racisme. Et je crois que ces 2 parties du livre servent à établir une relation ou un dialogue entre ces 2 femmes, un dialogue qui en réalité n'a pas pu avoir lieu. Et c'est pourquoi, à mon avis, on devrait plutôt parler ou considérer la deuxième partie comme une réponse à la première, plutôt que parler de 2 entités distinctes. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que quand on avance, oui, on se rend compte qu'il y a une réponse. Oui. Je voulais peut-être ajouter une idée sur ce livre. Il faut bien tenir compte du fait que les 2 histoires ne sont pas attestées. Ce sont des histoires qui sont ancrées dans le réel, mais l'écrivaine le dit au début, elle a cherché à imaginer les histoires possibles de ses ancêtres. Donc il y a dans ce livre également ce rapport entre l'écrivaine
et les ancêtres qu'elle fait parler, à qui elle rend la voix qu'elles n'ont pas eue. Hein, donc il y a de la fiction et du réel qui se mélangent dans ce livre. Et donc cette mémoire ancestrale qui peut être une mémoire de famille et qui peut s'inscrire dans les membres de cette famille aussi éloignés qu'elle puisse être ou qu'ils puissent être ses membres. Donc cette histoire-là, elle est forcément fragmentaire. Et je pense que ce caractère fragmentaire rend compte de cette impossibilité de saisir le passé dans son intégralité. Oui, tout donc à fait. La structure du livre elle est nécessaire. Oui, d'ailleurs elle l'annonce, hein, elle le dit là en exergue, elle parle de je vous ai inventé sur les sentiers du songe, imaginant aussi toutes ces femmes qui vous ont précédé, etc. Moi, ce qui est ressorti de la discussion l'autre jour, notamment avec cette étudiante qui venait de Jamaïque, c'est que c'était un récit vraiment qui se place dans un environnement culturel spécifique. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que à la fin il y ait ce glossaire et donc cet enrichissement de la langue française avec des notions que l'on ne connaît pas forcément nous. Donc ça, je trouve que c'est ce qui m'a semblé notamment intéressant. Et très original, enfin unique. Bien, alors le temps tourne. Nous allons passer au deuxième. Donc tout à fait, alors là on va rentrer dans un autre monde, mais alors totalement, c'est Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Bon, est-ce que ça vaut la peine de présenter Emmanuel Carrère? Je ne sais pas. Parisien, écrivain, scénariste, réalisateur, fils d'Hélène Carrère d'Ancos, ce qui est son malheur ou son bonheur, ça j'en sais rien, mais certainement un peu difficile. Une femme politique, historienne, académicienne, donc à laquelle il consacre ce livre après sa mort. Il a déjà été sur la liste Goncourt avec Yoga, il y a quelques années, qui est l'histoire de sa dépression. C'est un mammouth de la littérature française contemporaine. Et maintenant, Claire va nous présenter Kolkhoz, qui a fait quand même le buzz, hein, je dois dire, qui a été vraiment, dont on a beaucoup parlé. Du coup, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup, dans la presse, on peut trouver beaucoup d'informations sur le livre, les interprétations, etc. Vu la taille du livre et sa richesse, je peux pas vous faire un résumé comme Elena l'a fait, voilà, où on suivrait l'histoire, mais en gros, il raconte, je pense que c'est vraiment ça, il raconte l'histoire du coup de Hélène Carrère d'Ancos, qui est sa maman, qui est née en 1929 et elle est morte le 5 août 2023, donc il y a pas très longtemps. C'est la fille d'une aristocrate germano-russe qui est ruinée après son expatriation et d'un géorgien bipolaire qui est disparu à la Libération, accusé de collaboration, etc. Et elle va devenir une historienne de renom, spécialiste de l'URSS, puis de la Russie, avant de devenir secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Ce qui est important de noter, c'est qu'il retrace l'histoire de sa mère, bien sûr, mais aussi de son père, qui est beaucoup moins connu. Et on sent à travers les lignes que c'est important pour lui de lui redonner une place qui est centrale, parce que après des histoires avec sa mère, il a été très effacé dans leur vie de famille. Son père était passionné de généalogie et surtout de la généalogie de l'histoire de la famille de sa femme. Donc en fait, le livre, on comprend, on ne sait pas dans quelle mesure est basé sur grâce aux recherches que son père a fait. Ça, on se demande d'ailleurs, pardon. Oui, on n'arrive pas trop à savoir. Vous êtes aussi posé la question. Hein. À quel point, du coup, c'est une des critiques, je pense, qui a été faite au livre. Est-ce que, du coup, quelle part est de lui et de son père? Et du coup, bon, voilà, c'est l'histoire de la famille Carrère d'Ancos, mais et qui se déroule sur 4 générations de famille et de la famille. Et en fait, à chaque génération, on a aussi l'histoire avec un grand H. Et je pense que c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, comment la petite histoire se mêle avec la grande histoire. Et c'est intéressant de noter que le titre Kolkhoz peut être assez surprenant
pour sa connotation communiste, alors que la famille Carrère d'Ancos était justement très peu communiste. Mais il y a un passage dans le livre où il raconte que c'est lié à un souvenir d'enfance quand leur père, qui était souvent en déplacement professionnel, avec ses 2 sœurs, ils se réunissaient dans le lit avec leur mère et ils dormaient ensemble et ils appelaient ça faire kolkhoz. Et du coup, c'est d'ailleurs le résumé très court qu'on a au dos du livre où juste avant la mort de leur mère, ils vont faire kolkhoz pour la dernière fois tous les 4. Et voilà, en écoutant un petit peu la presse, en lisant la presse, en écoutant ce qui a été dit sur le livre, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une biographie d'Hélène Carrère d'Ancos. Du coup, il y a ces critiques. Est-ce qu'il a été fidèle à la réalité? Est-ce qu'il a été trop dur avec elle comme il a pu l'être dans d'autres livres? Ou est-ce que justement il a été trop conciliant avec les choses un petit peu plus les parties d'ombre de sa vie? Et en fait, il me semble que pour vraiment apprécier le livre, il faut sortir de cette idée que c'est une biographie de sa mère, parce que après c'est très personnel. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il veut nous dire dans son livre, c'est une déclaration d'amour à sa mère. Du coup, pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est justement, c'est assez surprenant de vous dire ça, mais au début, je me suis dit voilà, c'est un bon livre, c'est bien écrit, il a un style incontestable. C'est un conteur. Hein, voilà, vraiment, oui. un art du récit qui est quand même assez fantastique parce que il nous donne beaucoup d'informations, on n'est jamais perdu, il arrive à faire des rappels. Mais si je m'étais arrêtée à la page 450 et le livre en compte 560, voilà, je vous aurais dit c'est un bon livre. Mais parce que pour moi, il manquait quelque chose. Et en fait, les 100 dernières pages le font passer à mes yeux au rang de livre qui va faire date et qui peut faire date parce qu'il parvient à retracer avec une virtuosité assez impressionnante à mes yeux ce qui fait en fait l'essence de la vie quand elle touche à sa fin, comment on se repenche sur le passé. Et à cet égard, j'ai vu très peu de commentaires sur ça, mais il y a beaucoup de passages sur des réflexions sur la fin de vie, sur comment on décide de mener sa fin de vie, qui sont très belles. Alors c'est peut-être ma formation en philosophie médicale qui parle, mais voilà, je trouve qu'il est très fort. Et du coup, en fait, voilà, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive à nous raconter l'histoire singulière d'un couple, mais aussi l'histoire de la vie. On grandit dans des familles avec des schémas plus ou moins dysfonctionnels. On étudie, on se marie, on fait des enfants, on se trompe, on divorce, on se remarie. On traverse les changements politiques et historiques. On doute et en même temps, toujours on vit. Et c'est ça que je trouve très beau, ce fil conducteur de la vie. Moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant là dans ce livre, c'est qu'il y a tout ce côté très personnel, très relationnel, et un côté d'enquête historique. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur l'Ukraine quand même à la fin du livre. Donc, il y a vraiment deux aspects, et on passe de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Ça pose aucun problème, et ça, c'est quand même un tour de force pour moi de ce livre. Je sais pas, tu as connu Hélène Carrère d'Ancos, ça a été ton professeur. Oui, c'est vrai, oui. J'ai eu Hélène Carrère d'Ancos comme professeure. J'ai passé un examen avec elle, oral. Et oui, c'est ça, c'est l'image d'une femme qui a une certaine discipline, une rigueur. Mais moi, je n'ai lu que le début du livre. Mais je trouve aussi que c'est intéressant de voir le couple. L'homme qui était dans l'ombre et qui faisait cette généalogie. C'est vrai qu'on soupçonne quand même que ça a servi certainement beaucoup à leur fils pour écrire ce livre. Enfin bon, non, moi j'ai trouvé que, en tout cas dans les premières pages, ça disait aussi beaucoup de la société française, d'une certaine bourgeoisie, d'un certain parisianisme, etc. Et que aussi pour ça, c'était intéressant de le lire. Je reviens sur cet aspect historique, il la présente très en rapport avec la Russie. Il dit que les deux déclencheurs de l'écriture de ce livre, ça a été la mort de sa mère et la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, il faut quand même pas oublier que c'est très important dans le livre. Il y a toute une étude sur, tout ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi? Parce que elle avait estimé que Poutine ne ferait jamais ça. Elle l'avait dit haut et fort, et après on s'est même moqué d'elle en disant que pour une historienne, ne pas avoir vu les choses venir, c'était assez choquant. Elle en a beaucoup souffert. Elle avait l'impression que Poutine savait jouer aux échecs et pas qu'il allait renverser la table d'échecs et vous mettre un pistolet sur le front, dit-elle. Et
Et donc, elle s'est trompée et c'est ça qui fait le lien. Et c'est ça, pour moi aussi, l'aspect très intéressant du livre et l'aspect tout à fait historique, hein, de la mentalité, de ce que se passe, de la façon dont les Russes réagissent maintenant, souffrent ou ne souffrent pas, comment tout ça, c'est quand même, pour moi, ça a été aussi une découverte et que les deux puissent, je le répète, passer de l'un à l'autre, c'est quand même un tour de force. Voilà. Bien, alors le temps passant, on va continuer avec un livre très très différent. Et là, c'est Victoria Vietti qui l'a choisi. Et je dois dire que il faut quand même qu'on raconte notre petite histoire. Elle me dit, oh, vous savez, moi j'aimerais bien prendre Tressailleur. Je dis, oh bon, moi elle m'a pas emballé, etc. Et je m'étais trompée en le relisant, en le disant. Je trouve que c'est un très bon choix. C'est aussi une auteure tout à fait différente des autres. Elle, c'est une auteure des médias. Elle a 45 ans, elle est plus jeune. Et elle a fait une thèse sur la médiation télévisuelle. Donc c'est une académique, si on veut, mais c'est aussi une femme de la télévision et qui a créé des téléfilms et très féministe. Souvent, ses romans tournent autour de la condition féminine actuelle. Je dois dire qu'avec Feu, en 2021, j'avais déjà été très impressionnée. Il avait été sélectionné aussi, je crois d'ailleurs, dans la liste Goncourt, qui racontait l'adultère impossible entre une prof d'université Quadra et un banquier quinca, hein, donc deux mondes qui se... Et puis Western aussi, qui a remporté le prix Flore en 2023. Donc elle a déjà fait un peu ses preuves. Et souvent, elle présente des femmes qui ont des failles, ce qui va être le cas de Tressaillir. À vous, à toi, Victoria. Donc pour vous expliquer brièvement le propos du livre, l'histoire débute à Paris, dans un couple très tendu et un appartement pesant, puis le couple se sépare. On suit la protagoniste, Michel, dans sa rupture, son échec. Sa peine à comprendre comment une situation aussi commune soit-elle peut faire aussi mal, être aussi mal vécue, et seulement par elle. Alors que tous les autres évoquent une liberté après une rupture. Elle s'installe d'abord dans un petit hôtel non loin de son ancien chez-soi. Elle va chez un psy, cherche un appartement et pense beaucoup à sa fille. Elle tente aussi de se remettre à travailler, notamment en retournant dans les Vosges, là où elle a grandi, dans son ancien lycée, pour donner un séminaire à des étudiants. Ce retour aux Vosges, où elle a grandi et déteste retourner, l'incite à replonger dans son passé et ses racines et à s'interroger sur une peur inexplicable qu'elle lie à ce lieu et à sa jeunesse. Nous suivons Michel tout au long de cette introspection. Maria Pourchet, l'autrice, dit avoir écrit ce livre pour mettre des mots sur une douleur aussi communément vécue, donc banalisée, mais qui en fait mériterait d'être soulignée. Donc la rupture. Moi, je vais vous parler de vraiment mes impressions à la lecture de ce livre. Donc j'avance plutôt des arguments d'intérêt. Donc mon premier argument, c'est qu'au départ, la lecture est assez difficile. L'écriture est très peu ponctuée, les dialogues ne sont pas introduits et ne sont pas détachés de la narration. Il n'y a pas d'espacement, peu d'alinéas. C'est une écriture décousue, très métaphorique, ironique et très difficile à suivre. Difficile, c'est pas surprenante, déroutante, donc difficile, je dirais. Et du coup, au fur et à mesure de la lecture, l'écriture, mais j'arrivais pas à savoir si je me l'imaginais, mais semblait se ranger, s'espacer, respirer peu à peu. Et j'ai comparé ça à l'évolution mentale de la protagoniste et à l'ordre qui revenait peu à peu dans ses idées. Et par exemple, après une centaine de pages, elle commence à voir son psychiatre. Et c'est à partir du premier rendez-vous que je vois vraiment un switch, un changement au niveau de la compréhension de l'écriture. On voit des vrais dialogues, des espaces. Enfin, vraiment, quand on regarde la page, c'est différent. La protagoniste est autrice. Donc, Michel, dans le livre, est supposée être autrice de livres pour enfants. Donc, on sait que l'écriture est l'outil du personnage, pas seulement de l'autrice du livre, et son médium par excellence. Donc, on comprend là aussi que l'écriture du livre est en fait pas seulement l'écriture de Maria Pourchet, mais quand même elle-même une action du livre. Et pour cela, on peut prendre l'exemple de Ariel, son psychiatre. On a un chapitre qui est dédié à son point de vue, et on peut lire à la page 180. À vrai dire, il, donc Ariel, ne déteste pas recevoir, comme ça, en fin d'après-midi, les phrases sans ponctuation de cette patiente. Donc on comprend que c'est pas un phénomène d'écriture, que en fait Maria Pourchet, elle écrit, que la patiente, que Michel s'exprime comme c'est écrit.
Donc là, on comprend que l'écriture a vraiment un sens et qu'on peut s'y fier, qu'on peut comprendre l'état mental de la protagoniste au travers de l'écriture. Donc ce que j'avance ici, c'est que la langue peut décourager de prime abord, mais qu'il est nécessaire de s'accrocher et de poursuivre absolument la lecture. Car c'est cette langue, cette écriture qui fait le succès de ce livre selon moi, et l'écriture est l'action du livre. D'autre part, dans cette écriture, il y a un humour, une tournure, une ironie, une vérité qui m'ont vraiment fait rire, réfléchir, alors que les sujets ne sont pas forcément légers. Faire rire avec un style que j'ai trouvé élégant, dans un français assez soutenu, c'est rare. Maria Pourchet, pour moi, a inventé quelque chose. Et du coup, pour parler du message que livre le livre et donc l'autrice, personnellement, j'ai pu être touchée, parce qu'effectivement, la rupture est un événement aujourd'hui très commun, et l'échec d'un couple est un peu négligé par la société, l'environnement de travail ou les proches. Les personnes peuvent se refermer sur elles-mêmes, se laisser aller et finir par penser qu'elles sont un problème. Et on sent que Michel le ressent, elle a l'impression d'être la seule à vivre ce problème de cette manière-là, que la société attend d'elle qu'elle le vive bien mieux, elle comprend pas la recette. C'est ça qui est très bien souvent dans le livre, hein, c'est que l'intime rejoint le collectif. Oui. C'est ce qu'on en avait parlé, c'est-à-dire qu'elle prend un problème très particulier à elle, mais finalement elle l'élargit jusqu'à ce qu'elle retrouve même des problèmes de société finalement. Et ça, alors là, ce n'est pas un livre d'idées justement. Hein. On retrouve une forme de littérature, d'introspection, de psychologie aussi, qui est pour moi assez originale, si on veut, par rapport à l'ensemble de la liste. Hein. Ouais. Et une belle écriture, comme tu l'as dit. Il y a des phrases qui sont des phrases vraiment, des phrases qu'on pourrait retenir, hein, une, puis après je te laisse continuer, je suis désolée, mais comme ça s'enchaîne avec ce que tu es en train d'expliquer. On mesure sa nouvelle faiblesse au cas soudain moindre que les proches font de vos désirs. J'ai trouvé que cette phrase est extraordinaire. Hein. Donc, les proches ignorent vos désirs parce que vous êtes faible. Et ça rejoint le problème d'être faible en société, faible avec son problème. Et je trouve qu'elle a des phrases qui font réfléchir, vraiment, aussi. Bon, pardon, alors je te laisse finir. Non, mais c'était dans la même lancée. Oui, c'est pour ça, oui, c'est dans le même... Du coup, je dirais que lire ce livre montre que non, ce n'est pas facile et ce n'est pas normal de bien le vivre. Il n'y a pas de recette à cet échec. Ce n'est peut-être pas nous qui échouons dans notre rupture, mais la société qui échoue à nous comprendre ou à nous faciliter les choses. En ce qui concerne la construction du livre, je l'ai trouvée bien faite. On prend quelques détours en passant par des chapitres dédiés à des personnages secondaires, comme Sirius, l'ex-mari, Ariel, le psychiatre, ou Lucie, une des étudiantes de la classe à qui la protagoniste fait un séminaire pendant une semaine dans les Vosges. L'écriture change légèrement selon le personnage, mais l'humour et l'honnêteté pointue restent constants. Il y a d'ailleurs, oui, puis en exergue, elle dit être libre, c'est tressaillir, hein, d'où le titre. C'est aussi toute cette réflexion sur comment vivre une liberté, supporter une liberté. C'est-à-dire on désire la liberté, mais en même temps on ne la supporte pas. Et nous allons passer maintenant, donner la parole au professeur Klinker. Thomas, ça va être à toi avec La nuit au cœur de Natasha Appanna. Natasha Appanna, qui est d'origine indienne, hein, qui est immigrée de l'île Maurice. Elle est arrivée avec les engagés indiens. Bon, ce sont pratiquement des esclaves finalement qui ont été réduits en esclavage. Qui écrit en français alors que sa première langue n'était pas le français. Mais elle a fait des études en français. Elle écrit en français. Elle est d'abord journaliste, presse écrite, elle écrit encore des reportages, elle en fait sur France Culture. Et son premier roman était l'histoire de sa famille, hein, Les rochers de poudre d'or, c'est très très touchant, cette famille, et c'est les arrivées de ces engagés indiens. On va voir que La nuit au cœur, c'est encore quelque chose de très différent. Et je te laisse la parole pour le livre. Oui, alors c'est un livre très bouleversant, je dois dire, parce que ça raconte une expérience personnelle qu'elle a faite. Donc là, on rejoint le paradigme des textes autobiographiques dont il y a beaucoup aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Elle parle d'elle-même. Elle raconte un épisode de sa vie qui l'a profondément marquée. Car à l'âge de 18 ans, elle a commencé une relation d'amour avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle était une jeune écrivaine, elle avait gagné un prix à 17 ans. Elle a rencontré ce journaliste qui, lui, avait 50 ans. Et elle emploie un mot,
elle dit « il m'a groomé ». Donc c'est le grooming, donc un homme beaucoup plus âgé, il aperçoit une proie et il développe des stratagèmes pour la séduire. Et donc elle a eu avec cet homme une relation pendant 7 ans, entre 18 ans et 25 ans, et c'était une relation violente, une relation de soumission totale, alors qu'elle était une jeune femme intelligente qui voulait devenir écrivaine, et cet homme qui lui était journaliste et poète aussi, mais sans grand succès, cet homme, il a pesé de tout son poids physique, intellectuel, donc sur elle pour la soumettre. Et il y a eu des moments de violence, des moments de menaces de mort. Elle a failli mourir. Il y a eu des moments, elle raconte cela dans cette partie de son histoire, où elle a cru que c'était la fin, qu'il allait la tuer. Parce qu'il était extrêmement... il était d'abord, donc, il ne voulait pas qu'elle soit indépendante, qu'elle réalise ses talents d'écrivaine. Et qu'il fasse qu'elle soit la femme au foyer pour lui, et en plus il la soumettait par la violence, et il était extrêmement jaloux, alors qu'il n'y avait aucune raison d'être jaloux, car elle acceptait pendant un certain temps, du moins elle acceptait cette relation, mais il était donc extrêmement soupçonneux et pensait tout le temps qu'elle le trompait. Et donc il y a eu quelques moments dont elle parle où il a failli l'étrangler, ou voilà, elle pensait que c'était sa fin. Et donc cette histoire, ensuite elle fait une coupure dans le texte, et elle dit cette histoire, donc après s'être libérée de cet homme, après être retournée chez ses parents, elle s'est remise de cette expérience douloureuse, et quelques années plus tard, elle lit dans un journal une histoire qui lui rappelle son expérience. Et c'est l'histoire d'une cousine lointaine, Emma, qui, elle, a été tuée par son mari. Quand elle lit cette histoire, elle est déjà en France, donc elle vient de l'île Maurice, et elle vit en France maintenant, elle est journaliste, écrivaine, débutante, et elle retourne sur son passé. Elle se souvient de sa propre histoire. Ensuite, il y a un autre laps de temps, une vingtaine d'années plus tard, elle vit à Bordeaux, et il y a un fait divers dans le journal, dans les médias en France. Une femme vient d'être tuée par son mari. Là encore, c'est la même histoire, donc la violence, le féminicide. Et c'est par hasard dans le même quartier. C'est dans le quartier où elle habite à Bordeaux. Et donc là ça revient encore une fois. Et donc elle par ces deux histoires dont elle a pris connaissance par les médias, par les informations, par le discours public, qu'elle fait retour sur elle-même, et qu'elle décide d'écrire sa propre histoire en la mettant en perspective avec l'histoire des deux autres femmes. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Là, je vous ai pas raconté le livre dans son ordre tel qu'il se présente à nous, car au début, il y a un chapitre préliminaire qui s'intitule « La pièce imaginaire ». Et dans ce chapitre initial, elle nous présente les trois hommes, sans nous donner leur nom. Les hommes n'ont pas de nom, les hommes ne sont pas les protagonistes, évidemment, de ces histoires. Les hommes ont des lettres seulement, c'est MB, RD et HC. Donc les trois hommes sont réduits aux initiales de leur nom, et elle nous les présente dans cette pièce imaginaire. Elle raconte brièvement leur CV. Hein, et à chaque fois, elle dit quand on lit ce CV, on ne soupçonnerait pas, on dirait pas que ce sont des hommes qui ont tué leur compagne ou failli tuer leur compagne. Donc des hommes normaux, qui ont même du bien, voilà. Mais maintenant, elle dit que dans cette pièce imaginaire, elle inverse la situation de pouvoir, car dans la société patriarcale,
on a tendance à culpabiliser la victime. Ça, elle le montre clairement, surtout en étudiant le cas d'Emma, sa cousine, qui a été tuée par son mari, qui lui était chauffeur d'un ministre, et il a tué sa femme en roulant sur son corps. Hein, il l'a renversé. C'est violent. Et il a roulé sur son corps, il l'a laissé à côté de la route. Voilà, comme ça, elle est morte. Et après, quand on lui a fait le procès, il a dit oui, elle me trompait, c'était une garce, voilà, et j'en pouvais plus, je supportais plus. Et donc, dans le discours qui en résulte, on a cette image d'une femme qui est, du moins, à moitié coupable de ce qui lui est arrivé. Donc, en partie, c'est sa faute à elle. Elle a une belle expression, voilà. L'assignation à culpabilité. Oui. Je trouvais ça très Oui. très bien Et dit, donc là, elle dit, maintenant, je mets ces 3 hommes dans cette pièce imaginaire et ils ne peuvent pas répondre, c'est moi qui ai le pouvoir, voilà. je ne leur explique pas. Donc c'est un renversement de cette situation d'impuissance des femmes qui ne peuvent pas se protéger contre la violence. Donc là, il y a donc un aspect très important de ce livre. Et alors l'autre aspect, et ça c'est également typique de la littérature actuelle en général, c'est la processualité de l'écriture. Ces livres, et de même, on peut dire la même chose du livre que vous avez présenté, que je n'ai pas encore fini, mais j'ai quand même lu une bonne partie. Et là, on constate également que l'écrivain, il montre toutes les ressources dont il dispose. Donc, il dit oui, j'ai trouvé la généalogie telle que mon père l'a étudiée, et il a tout mis dans des classeurs, etc. Voilà, donc les documents. Et elle fait la même chose. Elle nous dit, en tant que journaliste, elle a fait des enquêtes sur les 2 femmes, sur les cas. Elle a rencontré l'avocat, par exemple. Elle s'est fait envoyer des documents de sa mère, de l'île Maurice, pour bien connaître tous les détails des histoires telles qu'on peut les reconstituer. Et elle nous dit également, et là je vais vous lire un passage, elle nous dit que peu à peu, elle a compris qu'il fallait qu'elle nous raconte ces 3 histoires. Sa propre histoire, celle qu'elle avait longtemps refoulée, et l'histoire des 2 femmes pour changer leur statut de victime, pour les faire ressortir de ce statut de victime, pour montrer leur vie, pour pas que ces femmes soient réduites à ce rôle de femmes victimes qui ont été tuées par leur mari. Et là je vais donc vous lire un passage, qui est caractéristique de cette approche. Quand je me réveille, je suis sur le dos, les bras tendus. Il y a cette chose qui se pose sur moi, sur mon thorax. C'est un poids. Je ne sais pas ce que c'est, une angoisse, une peur, un manque, un chagrin, un animal, un fantôme, un devoir à accomplir. Il ne m'échappe pas que de ce poids, il me faut faire quelque chose. Je me demande si, dans mon rêve, je pleurais parce que j'avais peur ou parce que je voulais qu'elles reviennent, ces femmes au visage effacé. Je me demande si mes bras étaient pour elles. Dans ces instants du réveil, entre le songe et la réalité, entre l'inconscience et la conscience, entre cette petite mort et la vie, tout me semble possible. Abolir le temps et le réel, partir à la quête des mortes comme si elles étaient vivantes, écrire depuis le noir, écrire dans le noir, et que ce geste rassemble tous ces morceaux éparpillés de ces 2 femmes et de moi-même, et que tout ça prenne la forme qui ressemble le plus à la chair humaine, pour moi, un livre. Cette femme qui est en souffrance, qui fait des cauchemars, elle comprend qu'elle doit faire un livre pour se faire maître de son histoire, pour maîtriser son histoire, et pour montrer aussi donc cette solidarité des destins féminins, car malheureusement, comme vous le savez, vous pouvez le lire dans le journal chaque jour, presque chaque jour, dans tous les pays du monde, un homme tue sa femme.
Donc c'est pourquoi on a trouvé ce terme de féminicide. C'est un crime particulier. On tue la femme parce qu'elle est une femme qui veut partir, qui ne veut plus se soumettre, ou dont le mari est simplement jaloux par son imaginaire, hein, sans aucune justification. Voilà, je vous propose d'en rester ici, comme il s'agit, ce dernier livre présenté, du livre qui a gagné le prix Goncourt de la Suisse. Je pense que c'est bien aussi si vous apprenez des choses en le lisant par vous-même. Donc je vous propose de finir cette présentation de débat sur ces mots-là du professeur Thomas Klinkert. Ce podcast est terminé, j'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.